brillant, rejoins le parti succulent. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen, c'est mon devoir de citoyen. Je vais qu'on voir. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Les vraies voix citoyennes, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h, avec notre duo traditionnel et habituel. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe David. En forme ? Très en forme. Ça se voit. Oui. Et vous, Stéphane Pellet, en forme ? Tout va bien en forme. Mais attention Philippe, parce que les traditions, ça a du bon, mais les habitudes, attention, ça c'est pas bon. Oui, mais tout a du bon. Parfois, il y a quelques bonnes habitudes, et notamment faire les vraies voix citoyennes tous les lundis soirs, merci. de 19h à 20h sur Sud Radio. Nous sommes bien d'accord. Je crois qu'il y a un événement là qui se prépare pour dans quelques heures maintenant. Dans quelques heures, et oui, demain, puisque demain nous fêterons, si on peut célébrer un anniversaire très important qui est l'anniversaire de la loi handicap de 2005. Donc c'est 20 ans. Donc c'est 20 ans. On n'a pas tous les jours 20 ans comme dirait la chanson. Et oui, c'est ça, mais on va pas chanter ce soir, non, Philippe. On va pas chanter ce soir. Et donc nous organisons un grand colloque avec beaucoup d'associations, de citoyens, de personnes qui s'engagent autour de cette cause, et nous serons à l'INJA, l'Institut des jeunes aveugles. C'est tout simplement la 3e étape du sommet citoyen en préparation. En fait, c'est l'étape handicap qui donc va permettre à toute une journée des associations, on attend 150 à 200 personnes et associations qui vont faire remonter des résolutions sur les fameux 4 grands principes, je ne vais pas les détailler, mais de cette loi de 2005 qui, pour la première fois, fixait des droits pour les personnes en situation de handicap. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a encore des places pour y aller demain à l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles ? Bien sûr, et on peut s'inscrire sur le site internet www.idéal-citoyen avec un s.fr. Idéal étant évidemment au singulier, sinon ce serait idéaux. Ah, bravo. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous n'êtes pas trop fatigué, la tradition, ça a du Monsieur Philippe David. Non, ça va, on tient encore le choc. Allez, au sommaire ce soir, le sport aujourd'hui est le miroir de notre société libre et démocratique. Ce n'est pas un grand sportif qui dit ça, mais tout simplement le Conseil d'État. Et oui, vous ne rêvez pas. Alors, ça se rapproche d'une définition dans un rapport de 2020 que le sport intègre des valeurs de la démocratie, qui est un système qui se nourrit d'antagonisme, de confrontation, d'opinion. C'est le plaisir du jeu qui repose aujourd'hui sur l'idée de la confrontation, encadrée par des règles qui reposent sur la logique méritocratique. On va en parler avec François Singer, directeur général de SportMed Summit. Ensuite, 4 jeunes sur 10 s'informent quotidiennement sur l'actualité en privilégiant les réseaux sociaux et dans une moindre mesure les journaux télévisés. Les jeunes ne s'intéressent pas à l'information, et si c'était l'information qui ne serait pas à la jeunesse et non l'inverse, on va en parler avec Alexandre Pastor, le fondateur de Melting Pot. Les vraies voix Sud Radio. On commence avec vous, Stéphane Pellet, pour notre première association. Oui, je sais pas pourquoi, sport, Marseille, on a pensé à moi, mais bon, c'est pas impossible qu'on ait reconnu une pointe. Ça va bien pour l'OM en ce moment en plus, alors vous devez être content, ils ont gagné à Angers hier soir. Le problème, c'est que les Marseillais sont très nombreux là ce soir. Je sais pas ce qui s'est passé dans le choix. C'est-à-dire qu'avec la pluie qu'on a à Paris, si vous voulez, on a nos rayons de soleil. Un bon rayon de soleil, c'est pour ça qu'on va pas faire de longues introductions, mais tout simplement donc vous dire bonsoir François Singer. Bonsoir. J'espère que je prononce bien votre nom, ou bien rectifier sinon. Oui. François Singer, bonsoir. François Singer, ben voilà, tant pis pour moi. C'était un souvenir de ma grand-mère. Machine à coudre, exactement. Donc vous êtes le directeur général de SportMed Summit, donc dont ce sera la 2e édition à Marseille, je crois, le 6 mars. Vous avez donc entendu cette définition qu'avait Philippe David, qui je trouve assez passionnante autour de sport et démocratie, c'est-à-dire que finalement, sur un terrain de jeu, il faut du collectif, il faut de la solidarité, mais il y a aussi des règles, il faut les respecter pour permettre la performance. On a trouvé ce petit clin d'œil donc au champ démocratique assez marrant. Et donc c'est pour vous dire qu'on est heureux ce soir de vous laisser la parole pour présenter cet événement, donc le 2e qui se tient à Marseille, on l'a dit début mars. Vous allez nous raconter, mais derrière ça, il y a une volonté bien particulière. C'est pas un événement comme les autres. Vous avez envie que
la compétition sportive soit, fasse véritablement partie de la vie démocratique, mais de la vie de la cité, tout simplement. Bonsoir. Bonsoir et merci de me donner la parole. Effectivement, c'est la 2e édition donc, du SportMed Summit qui aura lieu le 6 mars 2025 prochain en plein cœur de Marseille. Et comme vous l'avez très bien rappelé, le sport, c'est effectivement la performance, mais c'est aussi des sujets de transition écologique et sociale. C'est remettre la place du handicap au cœur de la société. C'est parler de féminisation, c'est parler de transition écologique. Le sport, c'est pas que de la performance, et donc c'est très important de le rappeler. Et donc, on est très fiers de faire cette 2e édition dans quelques semaines. D'ailleurs, mais pour faire encore une minute de Marseillais, mais comme il y en a plein autour de la table, le sport à Marseille, en dehors de l'image d'Épinal, de l'OM, etc., mais le sport à Marseille, ça occupe vraiment une grande place dans cette grande cité ouverte sur la mer? Alors ça occupe une très grande place. C'est vrai que l'Olympique de Marseille prend beaucoup de place, mais comme vous le savez, Marseille est bien géolocalisée. La confluence de nos voisins du Maghreb qui ont des choses à nous dire, à la confluence aussi des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques 2030. Donc on a la chance, on est aussi à 3 heures de Paris. Donc c'est un territoire qui rayonne, qui attire des entreprises, qui attire des associations, des athlètes, des clubs, des fédérations. Donc on a la chance, on est bien localisé et voilà, c'est une force. Le SportMed Summit, c'est l'endroit où tous les sports se rencontrent, les sports confidentiels et les sports très populaires, c'est-à-dire, je sais pas, le curling et le football, et le sport professionnel et amateur. Oui, exactement. On donne la parole à tout le monde. On donne la parole aux associations locales, aux petits clubs locaux, aux plus gros. On a dit la directrice RSE de l'OM. On a la parole. On aura le temps d'avoir les mots de la ministre des Sports en ouverture, ce qui place aussi Marseille au cœur de la carte. Et puis on va avoir aussi, bien sûr, tout le mouvement économique, les grandes entreprises, la SNCF qui vient parler de la décarbonation des mobilités. On va avoir JL Evans, on va avoir des grandes entreprises qui sont présentes et puis des plus petites, des startups de l'écosystème, FlyCup notamment, sur la décarbonation des espaces aussi, food and beverage. Donc vous voyez, on a une belle amplitude et on a la chance d'avoir plein de forces vives et de parties prenantes présentes ce jour-là. Bonsoir Vincent, Aurélie Gros. Juste, racontez-nous un peu ce qui va se passer. François, je ne voulais pas le relever. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Vincent. Mais alors, je ne sais même pas d'où ça nous vient. Bonsoir François Saint-Gé. Parce qu'en plus, François est un prénom que je connais bien, puisque c'est le prénom de mon papa. Oui. Vous voyez, donc... Et qu'après, c'est François Trio pour les vrais voix du rugby. En plus. Donc, oui, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce sommet pour donner envie à nos auditeurs de s'inscrire et de venir, même si on parlera de votre proposition aussi vis-à-vis de Sud Radio. Alors le sommet, donc de 8h30 à 17h30, on va avoir d'abord 7 conférences sur des thématiques très précises. Les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030, par exemple, entre défis écologiques et retombées économiques positives sur un territoire. Le rôle de l'athlète aussi, catalyseur des enjeux de transformation sociétale. On va avoir Karabatic, que vous connaissez tous, qui sera présent. Handballeur mythique. Nicolas. Quoique, il y a aussi Luca, n'oubliez pas. Et Luca, son frère. Donc, nous, on aura d'abord Nicolas. On va avoir aussi des conférences sur la féminisation du sport, sur l'inclusion, sur l'éducation. Vraiment 7 thématiques qui sont très précises et qui permettent justement de toucher un scope très large du sport. On va avoir des workshops de travaux où là, on réunit des experts sur différentes thématiques pour travailler, brainstormer et y apporter des livrables blancs qui seront ensuite communiqués à nos décideurs politiques. On va avoir aussi des temps de networking et de business, puisque l'objectif aussi c'est de mutualiser les réseaux, et puis on va avoir des animations tout au long de la journée, du breakdance, du BMX, voilà, ces nouveaux sports aussi qui émergent depuis notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Donc on va avoir cet écosystème-là, ces conférences inspirationnelles, ces moments de networking et puis ces animations. Vous êtes bien dans les vraies voix citoyennes de Sud Radio. Nous sommes en compagnie de François Saint-Gé. C'est bien comme ça que ça se prononce, hein? Exactement. Voilà. J'ai bien repris le coup. Parce que je m'étais trompé moi aussi. Directeur général du SportMed Summit. On se retrouve dans quelques instants avec bien évidemment Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet.
Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Nous avons avec nous François Singer, le directeur général du Sport Med Summit qui va se tenir à Marseille. Exactement. Donc Marseille, François Singer, qui est donc d'une certaine manière la capitale du sport pendant cette journée-là, ou ces 2 jours-là en tous les cas. Comme ça l'a été d'ailleurs pendant les JO, vous vous souvenez, hein, l'ouverture des JO dans la baie de Marseille. Ce que vous nous avez expliqué, c'est que donc il est important de réunir, donc c'est pour la 2e année consécutive, un sommet de toute une série de sports, de pratiques, mais aussi d'ouvrir des débats. Et comme on a notre Marseillais sur le plateau, Alexandre Pastor, qui lui s'intéresse à la citoyenneté et à la jeunesse, il va nous en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Est-ce qu'il y a un moment, un débat qui intéresserait et les jeunes et qui parlerait citoyenneté, sport et citoyenneté, disons? C'est à vous. On vous a toujours en ligne, François Singer? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Je vous entendais pas. Eh bien, écoutez, oui, il y a plusieurs débats qui sont très intéressants et qui mériteraient d'être exprimés. Le rôle de la transition écologique dans le sport, par exemple, qui intéresse de plus en plus de jeunes et qui mérite aussi d'être mise au cœur de la table. Que font les équipes sportives sur des sujets de transition écologique et sociale? Que font les clubs? Que font les fédérations? Ça, c'est un point qui est très important. Et puis, il y a la pratique du sport, le sport santé. Malheureusement, on constate qu'il y a de plus en plus d'infarctus de jeunes de 30 ans, que la sédentarité et l'obésité augmentent en France. Ça reste un fléau aujourd'hui. Donc, comment on remet le sport au cœur des modèles aussi éducatifs? Ça, c'est un grand sujet. Comment on donne envie aux jeunes de faire du sport? C'est une des thématiques qui sera abordée avec des experts lors de cette journée. Voilà. Et alors donc, plus polémique, vous le savez, depuis les JO, on a parlé du fait que le sport avait pris une place à nouveau très importante dans la vie sociale, l'actualité, sauf que quand on regarde les budgets qui sont annoncés, enfin, je reprends mes chiffres, je les ai sous les yeux, entre 16 et 33% de baisse selon les disciplines des budgets qui vont être consacrés en 2025 au sport. Comment on peut expliquer qu'il y ait un tel enthousiasme dans la réalité comme ça qu'on voit tous les jours, et puis que néanmoins les espèces sonnantes et trébuchantes, ça ne suit pas? Comment il faut financer le sport d'ailleurs? Ça doit être un des débats que vous aurez, je crois. Oui, c'est une excellente question. Alors, on a bien sûr ce rapport investissement public, investissement privé. Et nous, ce qu'on souhaite mettre au cœur des débats et aussi l'objectif de ce sommet, c'est de fédérer. On a parfois des oppositions entre le mouvement économique qui est opposé au mouvement associatif, le mouvement éducatif qui s'oppose au mouvement économique. D'abord, il faut réunir les parties prenantes, il faut discuter. Le débat dans la société, on le voit, est cristallisé, et recréer des moments de débat et d'échange, c'est très important pour justement prendre des décisions. Et puis il faut démontrer par l'étude, des études d'impact social qui démontrent le rôle du sport dans une société. Quand je dépense 1 euro pour la pratique sportive, je démontre que j'ai X euros de retombées économiques positives sur un territoire. Ça, c'est important. Le rôle et les analyses des retombées économiques du sport sur un territoire. Et puis, c'est faire en sorte de démontrer aussi au pouvoir public qu'investir dans le sport, c'est pas juste financer telle ou telle association ou tel club, c'est aussi redynamiser tout un territoire, c'est ce que je vous disais, c'est aussi réapporter de la cohésion et du lien, et on a vraiment besoin aujourd'hui dans un monde qui, malheureusement, parfois cristallise certaines tensions. Donc, nous, notre objectif, c'est de rassembler mouvements économiques ensemble, privés et publics, pour continuer à subventionner le sport, mais pas que, toutes les parties prenantes qu'il constitue. Voilà. Alexandre Pastor, qui est marseillais et fondateur du Melting Pot, veut vous parler, et c'est pas de Angers OM d'hier soir, soit dit en passant, a priori. Non, mais moi je trouve ça un événement qui est primordial, je pense, pour le sport français et marseillais. On voit qu'à Marseille aussi, sur les différents sport, il y a le hockey sur glace qui est en première division, qui se débrouille bien. On a aussi du football américain. Donc on commence aussi à avoir pas que l'OM. Donc c'est plutôt sympa parce que ça permet aussi aux jeunes d'avoir des rôles modèles, d'avoir une volonté de faire d'autres sports et de dire c'est accessible parce que c'est des clubs qui sont placés aussi dans des quartiers prioritaires. Donc ça permet aussi l'accès à des sports qui sont peu communs et dans lesquels on peut rapidement aussi aller au plus haut niveau et qui ont pas mal d'enjeux sociaux. À l'instar du club de hockey qui a créé une fondation il n'y a pas très longtemps. Donc on a des clubs à Marseille qui sont très très investis socialement.
Et vous vous souvenez des South Winners, on avait reçu ici Jules Citruc, qui fait aussi... C'est un des groupes de supporters de l'OM, pour le rappeler. Bien sûr, mais qui surtout fait un rôle social très important. Beaucoup de jeunes, de gamins qui cherchent une alternance, qui cherchent un stage, passent par ce club de supporters de l'OM à Marseille, parce qu'ils sont connectés, ce club, avec les grands patrons. Donc c'est ceux qu'on va retrouver d'ailleurs dans votre cénacle du 6 mars à Marseille. Vous allez être d'ailleurs dans quel coin de Marseille ? Alors nous, on va être dans l'hypercentre, on va être tout proche du Vieux-Port. Et je voulais juste rebondir aussi sur ce que vous aviez dit, c'est aussi un enjeu de féminisation. C'est-à-dire que les jeunes filles, quand elles pratiquent le sport, elles se sentent plus en confiance et elles sont mieux insérées dans la société et dans les entreprises qui les embauchent. Donc ça, c'est aussi un axe important de développement. Le sport au féminin permet aussi à certaines jeunes filles d'avoir plus confiance en elles. Et d'ailleurs, on donne la parole aussi sur le sommet. On donne la parole justement à cette jeunesse féminine, on donne la parole à ces décideurs qui justement mettent le sport féminin au cœur des débats. Et c'est aussi une fierté d'avoir sur chaque panel une représentante du mouvement sportif féminin. Voilà. Alors vous aviez aussi peut-être une proposition à nous faire. Non, alors déjà, Aurélie. il ne nous a pas donné la date du sommet. Il en a parlé Première tout à chose, l'heure. mais il faut le redire. Redire la date. Ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Et aussi comment on peut y participer. Oui, alors je vais le redire, donc c'est le 6 mars, notez bien cette date, le 6 mars 2025, donc cette année, de 8h30 à 17h30, et donc c'est ouvert au grand public également. C'est pas seulement pour le mouvement sportif dans sa globalité, c'est aussi ouvert au grand public, donc vous pouvez y accéder en vous connectant directement sur www.sportmedsummit.com. Vous avez la billetterie en ligne et puis on a fait aussi des pricing qu'on appelle des tarifs accessibles, 5 € pour les demandeurs d'emploi, on a de la gratuité aussi pour certains étudiants. Donc voilà, on a voulu rendre ça le plus inclusif et accessible possible. Ça c'est important pour nous et c'est dans notre ADN. Et peut-être quelques places à offrir. Pour Sud Radio. Exactement. Aux pour auditeurs. Les et auditrices de Sud Radio, nous avons des places à offrir, donc n'hésitez pas, appelez le standard et vous aurez votre entrée pour le sommet. Avec grand plaisir. Écoutez, parfait. On va s'en occuper pour en faire gagner à partir de la semaine prochaine, ce sera parfait. Tout à fait. Comme on a fait le teasing aujourd'hui, avec un teasing parfait d'ailleurs de François Singer. J'ai une dernière question, comme il y a 3 supporters de l'OM ici, et je pense une supportrice du PSG. Non, pas du tout, moi je suis supportrice de l'OM. Ah bon, c'est bien, je suis seul contre tous, ça va me rappeler des souvenirs. Vous avez parlé de la responsabilité sociale et environnementale de l'OM. Laisser le PSG être champion, c'est social, c'est ça? On ne laissera pas le PSG et on ne décorrélera pas la performance de l'Impact, ça c'est important. Donc Marseille sera premier en Impact et au classement général, vous verrez. En tout cas, on aura la chance d'avoir la directrice RSE de l'OM parmi nous qui a des choses extraordinaires à partager, notamment via le programme 13e homme sur plein de projets d'inclusion des minorités, des quartiers, etc. etc. Vraiment, venez l'écouter, elle mérite d'avoir un public et elle mérite d'être entendue et amplifiée. Et j'ai vu Michael Pietrus, qui est quand même un sacré basketteur, oui. qui sera présent, ça c'est assez génial. D'ailleurs, on n'a pas trop le temps de développer, mais ça pose quand même cette question. Dans le sport, vous avez des gens d'un côté qui gagnent des centaines de millions et de l'autre côté des associations comme à Marseille notamment qui cherchent encore des financements, et ça c'est loin d'être résolu. Mais des clubs qui cherchent 10 € pour acheter un ballon de foot pour leurs jeunes joueurs. En tout cas, j'espère qu'on aura toutes les belles idées qui sortiront de ce sommet et qu'on pourra les porter tous conjointement pour faire avancer les choses. Merci. Merci à tous. Merci à vous, François Singer, directeur général de Sport Med Summit à Marseille. Ça va nous rappeler le G500 citoyen à Marseille. On est allé de fond. C'était un peu au-dessus du Vieux-Port, pas loin de la Canebière. On y était très bien. Et cette année, ce sera à Lille, donc pas vraiment dans le même coin. Dans quelques instants, on va passer un coup de fil à Arnaud de Broca, président du collectif Handicap, puisque demain, il y a l'événement à l'Institut National des Jeunes Aveugles, mais surtout ce soir il y avait une manifestation place de la République. On va faire le point avec lui juste avant de recevoir Alexandre Pastor, que vous avez déjà entendu, le fondateur de Melting Pot. On se retrouve tout de suite dans les vraies voix citoyennes de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet.
Retour des vraies voix citoyennes, avec, comme tous les lundis soirs, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, vous l'avez entendu, on va le retrouver dans quelques instants. Alexandre Pastor, le fondateur de Melting Pot. Mais demain, il y a un grand événement avec Idéal Citoyen à l'Institut National des Jeunes Aveugles. C'est à Paris, pas très très loin de Montparnasse, c'est ça, entre Montparnasse et les Invalides. En face de l'hôpital de Necker. Absolument. Et ça se passe demain à l'Institut National des Jeunes Aveugles, c'est des assises sur le handicap, on peut le dire, pour les 20 ans de la loi handicap. Et ce soir, pour les 20 ans de la loi handicap, il y a une manifestation place de la République où on retrouve Arnaud de Broca, président du collectif handicap. Arnaud de Broca, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, quelle est l'ambiance ce soir, place de la République? On imagine qu'elle est plutôt bon enfant quand même. Alors, elle est bonne enfant parce que c'est un rassemblement aussi un peu festif, mais c'est pas une fête justement, puisque c'est l'anniversaire de la loi de 2005 sur le handicap. Je voulais dire, il n'y a pas de débordement violent, quoi. C'est ce que je voulais dire par ça. Non, il y a pas de débordement, il y a pas de débordement violent. C'est pas un rassemblement de ce style-là. C'est un rassemblement pour rappeler un certain nombre de plaidoyers, de revendications pour que les droits des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, puissent être respectés. Et ce qui n'est pas le cas, même 20 ans après la loi handicap de 2005, d'où ce rassemblement pendant lequel plusieurs prises de parole ont pu avoir lieu, des prises de parole des associations, mais aussi des prises de parole de personnes de la société civile, d'athlètes, d'acteurs, de réalisateurs, d'humoristes, comme Artus, Philippe Croison, Michael Jérémiaz. Artus qui a fait le film Un petit truc en plus, qui met le handicap en avant. Exactement, et qui contribue en partie, mais il ne faut pas, de mon point de vue, attendre trop d'un film, ou en tout cas donner à un film un pouvoir qu'il n'a pas, mais effectivement le succès de ce film contribue quand même à faire évoluer en partie les mentalités sur le handicap. Stéphane Pellet. Oui, bonsoir Arnaud de Broca et merci de nous consacrer quelques minutes. D'abord parce que c'est très important que vous soyez tous rassemblés à la République. Alors vous avez compris, on aurait dû être avec vous, Aurélie Gros et moi-même, parce qu'on est très engagés sur ces questions. Et alors moi, professionnellement, pour avoir rendu un certain nombre de rapports pour faire avancer les choses. Et puis avec Aurélie Gros, puisque nous organisons demain à l'INJA cette journée ou disons c'est la parole citoyenne plutôt que celle des experts qui sera entendue. On voulait vous demander, évidemment, il y a énormément de revendications, de demandes qui ne sont pas satisfaites. Ce matin ou hier, je ne sais plus, dans la presse, 2 parlementaires, un PS, un LR, plaidaient ensemble de manière transpartisane pour qu'au minimum, plus aucune allocation pour personnes handicapées ne soit en dessous du seuil de pauvreté, enfin ne vous mène au seuil de pauvreté. Je trouve ça assez dingue, quoi, de se dire que dans notre pays, on en est à simplement demander que les personnes en situation de handicap ne soient pas en situation par ailleurs de pauvreté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je pense que effectivement le handicap est une cause de précarité et ça fait partie des scandales que l'on dénonce, y compris 20 ans après cette loi de 2005. Dans la proposition de loi que vous évoquez, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'elle soit transpartisane, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que ça regroupe des députés de différents partis politiques, ce qui la rend intéressante, surtout dans la conjoncture actuelle, ce qui peut permettre qu'elle soit adoptée. Alors effectivement, nous sur les questions des ressources, nous on plaide pour un véritable revenu d'existence, et c'est pas le seuil de pauvreté qui permet d'avoir véritablement ce revenu d'existence. Donc de ce point de vue-là, cette proposition de loi va certainement pas assez loin, mais elle permet quand même d'augmenter les ressources et de mettre le doigt sur justement cette précarité accrue pour les personnes handicapées. Oui. Après, dans cette proposition de loi, il y a aussi d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Mais ce sur quoi je voudrais aussi insister, c'est que pour nous, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce rassemblement ce soir, tout ne relève pas de la loi. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi de 2005, qui est une loi qui est encore d'actualité, qui est bonne, par contre qui a été détricotée depuis par d'autres lois et qui surtout n'est pas mise en œuvre. Et donc il nous semble vraiment que le sujet, c'est certes, et on va suivre ça évidemment et on va appuyer
toutes les initiatives parlementaires qui vont améliorer les droits des personnes handicapées, mais il nous semble aussi que c'est un sujet beaucoup plus global qu'un changement de loi. Bonsoir Arnaud de Broca. Juste une dernière question. Si vous aviez une résolution, en tout cas une revendication à faire ce soir, ce serait laquelle en priorité ? Alors nous, dans notre bilan, on a 200 propositions, dont 20 prioritaires. Donc vous comprenez bien que vous me posez une question compliquée, mais je vais y répondre bien entendu. Moi je pense qu'un des sujets majeurs qu'on met en avant, c'est sur l'accessibilité. L'accessibilité des bâtiments, des commerces, des transports. Depuis, on a parlé là de la loi de 2005, mais il y a auparavant une loi de 1975 qui parlait aussi de l'accessibilité. Donc ça fait 50 ans. Là, on est 20 ans après 2005. Et on a toujours sur l'accessibilité une politique incitative. Nous pensons maintenant, il faut passer à des sanctions. C'est-à-dire qu'on ne peut plus accepter que l'accessibilité ne se réalise pas et considérer que c'est normal. C'est écrit dans la loi. Il y a peu de lois qui ne sont pas sanctionnées quand elles ne sont pas respectées. Nous, on pense que maintenant, il faut continuer la politique incitative, mais aussi passer à des sanctions. Les sanctions ne vont pas tout régler, mais en même temps, quelques sanctions, à titre d'exemple, en tout cas, me semblerait une solution utile. Et permettant sans doute d'avancer. En tout cas, c'est nous une des propositions qu'on met dans notre bilan de la loi et dans notre proposition. Et qu'on soutient. Qu'on fera aussi, et qu'on soutient. Merci. Et qu'on va suivre avec le G500 Idéal Citoyen. Merci beaucoup Arnaud de Broca, président du collectif Handicap. Tout de suite, dans quelques instants après la pause, on va retrouver Alexandre Pastor, le fondateur de Melting Pot. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme tous les lundis soirs de 19h à 20h, les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et Aurélie Gros, nous avons maintenant avec nous Alexandre Pastor, le fondateur de Melting Pot. Alexandre Pastor qui est avec nous ce soir, mais qui sera également demain à nos côtés à l'INJA pour l'étape handicap, et notamment pour parler de la jeunesse, parce que c'est important. Nous avons beaucoup de personnes en situation de handicap en France et en 12 millions, donc c'est pas rien, et ça touche sur certaines choses la jeunesse. Donc on est ravis de vous accueillir à l'Institut national des jeunes aveugles dedans et d'avoir cette parole sur la jeunesse que vous accompagnez au quotidien à Marseille et ailleurs, puisque vous traversez la France. Vous avez accompagné plus de 3000 jeunes, c'est bien ça. Vous avez plus de 100 partenaires institutionnels et associatifs. Il y a plus de 2 millions de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Vous avez plein de bénévoles engagés, plus de 10, donc qui vont un petit peu partout. En fait, quelque part, Alexandre, vous faites de la politique autrement. Vous allez vers ces jeunes. Et alors, expliquez-nous un petit peu. Ben oui, en fait, on va là où ils sont, c'est-à-dire dans les collèges, les lycées, les centres sociaux, les clubs de sport. Et on fait en sorte de ne pas les infantiliser sur le sujet. On fait en sorte de leur parler... qui s'approprient les codes de notre société à travers leur culture, c'est-à-dire on va utiliser la pop culture, le sport, et à travers ces exemples-là, on va aborder des sujets de société comme l'égalité femmes-hommes, comme l'écologie, comme la justice, et on se rend compte que très rapidement, des jeunes hommes, des jeunes femmes de 14, 15 ans, 20 ans ont des idées, des solutions très pragmatiques pour améliorer certaines conditions, dont le handicap qui en fait partie, et quand on crée les conditions de discussion, de débat, d'échange, on fait émerger de belles choses. Et comment vous expliquez que 41% des jeunes se sont abstenus aux élections présidentielles, aux dernières élections présidentielles? Alors, parce que vous échangez avec eux. Pour moi, les deux causes, c'est la défiance qu'on peut avoir auprès des représentants de nos institutions et aussi dans nos institutions. Et la deuxième, c'est la méconnaissance. Quand on discute avec des jeunes,
des jeunes, avec toutes les personnes qu'on peut rencontrer, quand on demande à quoi ça sert un conseil régional, à quoi ça sert un conseil départemental, il y en a très peu qui sont en capacité de nous donner les compétences exactes qu'ils peuvent avoir. Et donc, ou par exemple, qui est le maire de votre ville? Moi, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent le maire de Marseille, alors que ça fait... Ah oui, sincèrement, on doit être... C'est une personnalité politique nationale. Quand on est maire de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nice... ça montre bien l'écart qu'il peut y avoir entre les personnalités politiques qui, on va dire, incarnent quelque chose et les jeunes qui peuvent se retrouver dans cette incarnation-là. Et donc, nous, on essaie de faire ce lien-là pour qu'ils puissent se dire, en fait... La politique, c'est moi aussi. Les politiques publiques, je peux les construire, je peux participer à la vie de la cité, parce que la politique, pas le politique, mais la politique, c'est pour tout le monde, et ça doit être pour tous. Et donc l'idée que les jeunes puissent s'en saisir, que les jeunesses s'en saisissent, nous, on pousse pour ça. Justement, vous venez de dire à l'instant le politique, la politique. Comment ça se fait que ce mot est devenu aussi dévalorisé, disons-le clairement, actuellement quand même, un jeune comme ça que vous croisez, c'est difficile de lui expliquer que il a quelque chose à attendre de la politique. D'ailleurs, sait-il même lui-même quelle est la définition qu'on donne? En fait, c'est là où pour moi le travail est le plus conséquent, c'est redéfinir les mots, redéfinir les concepts qui régissent notre société. Et c'est à travers ce qu'on fait, c'est à travers nos ateliers où on redonne les définitions, la bonne définition des mots. Donc on revient à l'étymologie, on revient aussi, ça veut dire quoi la Constitution, quels sont les articles de la Constitution. Et donc à travers ça, on s'appuie déjà sur des faits, sur des textes qui existent. Et là, on va travailler sur des sujets pour aller au changement. Par exemple, quand il y en a certains jeunes qui nous disent oui, il y en a qui veulent la 6e République. Ok, mais est-ce que tu sais ce que c'est la 5e République? Voilà. Et donc c'est là où on pousse. D'abord comprends la Constitution, la 5e Constitution, et après tu pourras pousser à aller au changement. Oui. Et alors quand on regarde, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui s'informent beaucoup par les réseaux sociaux, Internet, etc. Et de l'autre côté, au niveau éducation nationale, on a 18 heures d'éducation civique par an au collège ou en seconde. Est-ce que ce serait pas là où il y aurait un petit rééquilibrage, même si vous le faites très bien, mais je pense que vous ne pouvez pas vous dupliquer dans tous les collèges de France et tous les lycées de France. C'est là où nous, on prend l'expérience. C'est rendre l'éducation civique expérientielle, vivante. Donc on fait les jeunes deviennent députés pendant 2 heures. Ils vont pouvoir échanger, discuter, avoir un impact direct aussi dans leur établissement. On favorise la démocratie scolaire et locale. Par exemple, on va travailler sur une proposition de loi qui va améliorer les conditions d'accueil dans leur établissement scolaire. Et donc, ils voient que la démocratie, ça part d'un échange d'une idée à la mise en place directe d'un projet dans leur établissement. Mais 41% des jeunes n'ont pas voté aux dernières présidentielles, Aurélie le rappelait, mais c'est plutôt les jeunes avec un niveau d'études supérieur ou inférieur, ou c'est toutes les catégories de jeunes en termes sociaux, professionnels, il y a une différence, etc. Mais c'est quelque chose qui touche toutes les classes sociales, tous les niveaux d'information ou même d'études. C'est quelque chose où nous on se rend compte, on intervient autant dans des lycées privés, des collèges publics, des établissements où il y a de la mixité sociale, où il y en a moins. Et en fait, on se rend compte que c'est un sujet qui est générationnel et il est nécessaire de recréer du lien entre les générations. Et donc par exemple on a eu la chance la semaine dernière avec une association qui s'appelle Une Voix pour tous, de faire monter des mamans de la Cabucelle du 15e arrondissement à Marseille. Il anticipe, c'est bien. Ils sont montés au Sénat pour faire une proposition afin d'améliorer les relations entre les parents et l'éducation nationale. Et donc on voit les mamans qui sont hyper engagées dans l'éducation de leurs enfants et donc on les a fait travailler aussi avec des jeunes. Et donc en fait, c'est ça comprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une génération contre l'autre, c'est différentes générations qui aussi n'arrivent plus peut-être à s'écouter, on n'a plus les conditions pour. Et ce qu'on veut, nous, c'est créer des espaces-temps où on arrive à mettre un cadre qui fait qu'on peut s'écouter et on peut avoir de la nuance dans le débat.
Vous avez une question et vous avez tout piqué la réponse. Voilà, il m'a fait la réponse avant que je pose la question. C'est le problème de lire dans les pensées. Monsieur Pastor est très très fort. Il faudrait qu'il se lance dans le mentalisme. Hein, Peut-être. Une question encore. Vous avez une question sur une autre. Allez-y. Moi, est-ce que vous ne pensez pas que l'exemplarité, mais à tout point de vue, et serait aussi une bonne chose à faire connaître, que d'une part, contrairement à ce qu'on pense, il y a une toute petite minorité, mais infime, du secteur politique qui certainement confond un peu les choses à titre personnel, à des comportements pas très réguliers et tout, mais que pour l'essentiel, par exemple, est-ce qu'on sait en France que 36 000 ou 35 000 et quelques communes, ça veut dire pratiquement autant d'élus bénévoles, parce que à part quelques milliers d'élus qui sont, indemnisés, payés, la plupart des autres sont quasiment bénévoles. Oui. Je pense que la plupart des enfants ne le savent pas, ils pensent qu'au contraire, politique, on est dans les affaires, l'argent, etc. Et quand je dis l'exemplarité, dans un autre sens, je vous donne une info là, parce qu'on a reçu il y a quelques semaines Antoine Perel, un athlète donc paralympique, médaille de bronze en triathlon, je crois, c'est ça ? Olympique, exactement. En fait, la politique, ça sert parce que finalement, c'est le président du Conseil régional des Hauts-de-France, pour pas le nommer, qui a obtenu que la SNCF, enfin, lui octroie un tarif spécial pour aller s'entraîner à sa piscine. Et là, le rapport de force s'est installé. Est-ce que vous pensez pas qu'il faut aussi dire des exemples très concrets aux jeunes, pas seulement les rapprocher des institutions, mais leur dire voilà ce que ça change tous les jours la politique. Tout à fait. Moi, je prends souvent l'exemple de l'arrêt de bus en bas de chez soi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'arrêt de bus en bas de chez toi, c'est parce qu'il y a une institution qui a décidé qu'il n'y a pas d'arrêt de bus en bas de chez toi. Et donc, si tu as envie que le bus va jusqu'en bas de chez toi, fais en sorte de solliciter les institutions compétentes, fais en sorte de faire un diagnostic de territoire avec le centre social, avec les acteurs du terrain pour faire remonter ses besoins. Et nous, pour aussi apporter, on va dire, une connaissance un peu plus poussée des élus, on fait en sorte de les faire rencontrer, tout simplement, de créer des moments où les élus vont juste rencontrer les jeunes, vivre quelque chose. Les élus, on va faire rendre compte qu'un élu, c'est un papa, c'est une maman, ça peut être un cousin, ça peut être une sœur, et faire en sorte d'humaniser l'élu, parce que des fois, souvent, on le met aussi à distance et on se dit, il doit être super exemplaire et tout ça. Et je le comprends, il le faut, parce qu'il représente la population, il représente l'État d'une certaine manière. Donc mais il faut quand même. Ils sont humains, et donc c'est important quand même d'aller à la rencontre de ces personnes. Mais qu'est-ce qu'ils attendent des élus ? Des élus qui leur ressemblent, ou des élus qui ont du charisme, qui émettent de la distance, mais qui sont là pour diriger les affaires ? Je pense que ça dépend aussi du niveau, que ça soit ministre, que ça soit maire. Je pense que ça dépend de ça. Mais je pense que une maire, vous en avez une avec vous. Oui, c'est vrai. Je pense que Mais je suis maire aussi, MERE. C'est ce que moi je peux voir et ce que je peux dire, c'est que on attend d'être écouté, que les premiers concernés puissent prendre la parole, puissent être pris en compte. Donc alors être représenté, c'est important. Il faut que la diversité des opinions et aussi des personnes soit représentée. Mais il faut aussi que la diversité des opinions soit prise en compte dans les décisions. Et c'est là où la représentation a ses limites, parce que s'il y a la représentation mais que les décisions ne sont pas prises pour la population, c'est là où c'est compliqué. Et le rapport au temps, vous ne pensez pas que quand même à un moment ou un autre maintenant, avec nos fameux smartphones et tout ça, on est devenu tellement impatient qu'on ne voit pas les décisions aboutir et que du coup on se désintéresse? Est-ce que vous savez qu'enfin les fauteuils roulants vont être remboursés, tous les fauteuils roulants à toutes les personnes en situation de handicap? Il aura fallu 20 ans de combat pour ça. Alors vous allez me dire, c'est pas normal, mais en même temps, il faut du temps pour que les choses avancent. Ouais, non, je suis d'accord. Alors nous, on est un peu à contre-courant, c'est-à-dire qu'on prend le temps long dans nos ateliers, c'est-à-dire que les accompagnements durent entre 1 et 6 mois. Donc on revient plusieurs fois auprès des jeunes, on prend le temps, nos ateliers durent 2 heures, donc c'est très très ludique et vraiment sur mesure. Mais oui, je crois qu'il faut se réapproprier le temps et donc faire en sorte que tout le monde se dise oui, ok, ça peut être long les décisions, mais c'est pour ça qu'on essaye quand on favorise la démocratie scolaire ou locale, on fait en sorte de rapprocher ces décisions-là proches pour que ils se disent ok, mais en fait je comprends qu'à 20 on a mis une journée pour se mettre d'accord, à l'Assemblée nationale ils sont 577, je comprends bien que ça met un peu plus de temps. Voilà. Et grâce à Alexandre Pastor, on va avoir la chance d'avoir une étape régionale
à Marseille Tout à fait. le 26 avril. Ouais. Et on va faire travailler justement tous ces jeunes à des résolutions pour le G500. Donc vous pouvez déjà vous inscrire sur idéal-citoyen avec un s.fr. En tous les cas, si on pouvait dupliquer les Alexandre Pastor, moi je vous embaucherais bien dans tous les collèges de France. Ah oui. Collège, lycée, école primaire, va falloir Et un beaucoup. collège qui veut vous appeler, il peut aller sur votre site, Site prendre internet contact. matchingpot-asso.fr, nos réseaux sociaux, Matchingpot France sur Instagram. Et la même chose pour faire des dons. Absolument. Exactement. Merci beaucoup Alexandre Pastor, Merci à qu'on vous. retrouve avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet demain Tout à à fait. l'Institut national des jeunes aveugles. Merci à vous Aurélie et Stéphane, on se retrouve demain, lundi Il nous prochain. reste quelques secondes, juste le temps de marquer un point et ça suffit pour gagner, non? Absolument. Bonsoir François Trio. Bonsoir, j'y suis pour rien. Moi j'avais plutôt une métaphore de Victor Hugo, Twickenham, morne-pleine. Bah, il y a 2 ans, c'était un paradis. Là, c'est devenu un petit enfer, alors qu'il y avait tout pour reproduire la même performance qu'il y a 2 ans. Mais pourquoi, justement, on n'a pas réussi, on s'est pris un peu les pieds dans le tapis? On va en parler dans les vraies voix du Et rugby. bien on va voir, on était Avec sur le Johan point de Huget. conclure, mais on n'a pas Avec souvent Philippe conclu, Sangarro. notamment en première mi-temps. Bah oui, 27 en avant, 4 occasions vraiment très franches d'essai. À ce niveau-là, on avait rarement vu ça. Et j'ai lu une chose très drôle sur internet, elle n'était pas de moi. Ce match est sponsorisé par l'En Avant de Guingamp. J'ai trouvé ça extraordinaire. Allez, C'était tout de, pas mal. suite, tout de suite, les vrais voix du rugby avec François Trio, mais juste avant, Cécile de Ménibus avec Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre